Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour ce débriefing du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 qui vient d'avoir lieu sur le circuit du Red Bull Ring. Nouvelle victoire de Red Bull, nouvelle victoire de Max Verstappen. Ça commence à en faire pas mal, hein, bien évidemment. Des victoires de Max Verstappen cette saison, ça fait la 3e consécutive et il est vraiment très très bien lancé. Alors qu'on s'approche de plus en plus, bien sûr, de la pause estivale, les amis. Donc j'espère que vous allez bien, déjà que vous avez passé un bon Grand Prix, car autant vous le dire, la semaine dernière, on était véritablement resté sur notre faim, on s'est pas vraiment amusé, alors que d'habitude, le Red Bull Ring est une très belle piste pour les F1 modernes. Ici, un Grand Prix qui était beaucoup plus sympathique, musclé. Je pense que c'est le terme qui correspond bien à ce Grand Prix, c'était un Grand Prix musclé. Avec un nombre de pénalités de 5 secondes qui a été assez incroyable, on va évidemment en parler. Si vous découvrez les débriefs sur la chaîne Twitch et qui sont postés juste après sur YouTube, c'est très simple les amis, hein, vous avez le classement en bas des 20 pilotes, on va faire leur course les uns après les autres, on va la regarder, en commençant donc bien sûr par le vainqueur, par Max Verstappen qui s'était lancé de la pole position, qui a marqué également le point du meilleur tour en course, ça fait 26 points sur 26 aujourd'hui, donc c'est absolument formidable pour Verstappen qui a été sur sa planète. Le débrief en soi de Max Verstappen va aller très, très vite. On va pas se le cacher, il a été absolument sur sa planète tout le week-end, encore une fois, comme la semaine dernière. C'est un pilote qui maintenant est au sommet de son art et qui est au sommet de sa compréhension de la monoplace et de sa symbiose avec cette voiture. On a l'impression que pour l'instant rien ne peut les arrêter, le duo Verstappen-Red Bull. Alors évidemment, on n'est qu'au 9e Grand Prix, hein, on rappelle, c'est une saison qui comporte quand même 23 courses au calendrier, donc autant vous dire qu'on n'est pas tout à fait encore à la fin de saison, mais il a déjà 32 points d'avance. Max Verstappen sur Lewis Hamilton au championnat du monde, ça commence à compter bien sûr. Après on peut se douter qu'il y aura certainement l'une ou l'autre course sans pour Verstappen, des courses plus compliquées. Pour l'instant, il y a eu Bakou bien sûr, mais c'était aussi une course sans pour Hamilton, donc ça s'est annulé. Va falloir voir évidemment à un moment donné, forcément l'un des deux va perdre des gros points sur l'autre, ça me paraît tout à fait logique. Et du coup, Max Verstappen qui s'impose sur ce Grand Prix d'Autriche. Rien à redire, il a été très bon tout le week-end, ça a été une gestion de course encore une fois parfaite pour Verstappen. Petite alerte quand même avec ce deuxième arrêt au 60e tour pour remettre des pneus hard, parce qu'on lui a dit ensuite à la radio qu'il avait une coupure au pneu arrière droit, ça c'est toujours un petit peu risqué, hein, évidemment, d'avoir ce genre de choses. Et puis, vu ce qui lui est arrivé à Bakou, je pense que là, ça a dû lui faire un petit peu des flashbacks façon Vietnam. Le mec, il a entendu, t'avais une coupure à droite, il fait, mon Dieu, imagine, ça se serait passé de nouveau, ça aurait été affreux. Et ça aurait été une victoire de Valtteri Bottas, surtout. Mais en tout cas, il a parfaitement géré le Grand Prix. Il s'est mis à l'abri dès les premiers tours. Évidemment, le fait d'avoir Lando Norris deuxième derrière lui, ça a été très, très pratique. Mais après, on peut pas non plus critiquer ça, parce que Norris, il fait quand même la deuxième place à 48 millième de la pole position. C'est pas comme s'il était à 4 dixièmes et qu'en fait, personne n'avait réussi à faire un bon tour à part Verstappen. Ici, ils étaient vraiment tous à fond en qualif. Et du coup, Verstappen a quand même pu profiter, parce qu'en rythme de course, la Mercedes et la Red Bull étaient quand même un cran au-dessus de la McLaren, en tout cas au début de l'épreuve. Même si finalement, Lewis Hamilton a eu beaucoup de mal à dépasser Lando Norris, on l'évoquera aussi. Pour Verstappen, c'est 26 points, un carton plein, c'est parfait. Et ça lui met évidemment beaucoup de beaux moqueurs avant d'arriver à Silverstone dans 2 semaines. Et puis il a pu le faire cette fois-ci ici véritablement avec les fans tout autour de lui. Et ça c'était super important bien sûr. Une armée orange. Et encore, vous n'avez rien vu par rapport à ce qu'on va se prendre à Zandvoort les amis. Mais ça va être terrible. Le triptyque entre, c'est dans l'ordre je crois Spa. Puis c'est Spa, Zandvoort, Monza. Il va être, mais alors celui-là... ça va être embouteillage de camping-car sur toutes les autoroutes de Belgique, des Pays-Bas, d'Italie et de France, parce qu'il va falloir passer un peu partout, hein, d'Allemagne et tout ça. Ça va être assez incroyable et je pense qu'il y aura beaucoup de monde. On a annoncé 135 000 spectateurs sur les 3 journées de ce Grand Prix d'Autriche. Donc un beau succès populaire. On espère bien sûr que tout cela pourra être renouvelé dans les courses à venir. Situation sanitaire aidant, on le souhaite bien entendu. Valtteri Bottas qui termine 2e, lui franchement, Bottas il s'en sort plutôt pas mal. C'est dommage parce que il a pas fait non plus une qualif extraordinaire, mais pas une qualif très mauvaise non plus. Il est juste derrière Hamilton. Début de course, faut le dire, c'est pas mal quand même. Ce qu'il fait en début de course, Valtteri Bottas, il parvient à prendre l'avantage au restart sur Lewis Hamilton. Manque de bol, Perez sort de la piste devant lui, se fait sortir, on parlera de ça tout à l'heure bien sûr. Et du coup, Hamilton repasse, et là forcément ça devient plus compliqué. Mais il faut dire que Bottas, au moins cette fois-ci, il a quand même fait
un meilleur Grand Prix que ses dernières épreuves, et c'est important pour lui, parce que maintenant, on le sait, Lewis Hamilton a signé pour 2 années supplémentaires chez Mercedes, c'est évidemment maintenant acté. Il va donc falloir bientôt prendre une décision sur le nom de son équipier pour les 2 saisons à venir. Valtteri Bottas, il sait quand même qu'il a des gros points à aller marquer maintenant s'il veut pouvoir conserver ce volant chez Mercedes, si toutefois, évidemment, la décision n'a pas encore été prise, mais tout, pour le moment, laisse à penser que la décision n'a justement pas été tout à fait prise pour l'équipier de Lewis Hamilton les deux prochaines années. Donc Bottas termine 2e, c'est plutôt aussi bien payé vu le rythme en qualification. Il partait quand même 5e, on le rappelle, Valtteri Bottas. Donc franchement, voilà, c'est plutôt chouette. Salut Bryce Developer qui vient de nous rejoindre dans le chat, tu n'as rien raté à part le petit débrief de Max Verstappen qui était bien court, tu t'en doutes, vu la domination du Néerlandais. Mais au moins, c'est quand même plutôt positif pour Bottas ce week-end, et c'est important pour lui d'avoir enfin un week-end plutôt positif. Depuis quelques courses, ça n'était plus le cas. Lando Norris 3e, encore un podium de Lando Norris, encore un week-end incroyable de Lando Norris, faut le dire. Il se qualifie 2e, à la régulière avec une McLaren. Ça ne s'était plus vu depuis le Grand Prix du Brésil 2012. À l'époque, ils avaient encore la meilleure voiture de Formule 1 depuis, de l'eau a coulé évidemment sous les ponts, mais Norris a été excellent. Sauf au début de course. On va pas se le cacher, voilà. L'accrochage avec Sergio Pérez, puisque c'est de ça dont on va parler tout de suite. Je suis d'accord avec la pénalité. C'est-à-dire qu'on était un peu sur le cas. Alors, c'est pas exactement le même cas, évidemment, que Hamilton, Albon l'an dernier, mais on est un peu sur la même chose. Et en fait, là, je suis d'accord que cette courbe est en dévers, elle est en descente, le point de corde est assez tôt, donc il faut élargir un maximum pour accélérer, mais à un moment donné, on va pas se le cacher, s'il y a une voiture à côté de toi, il faut aussi pouvoir faire la course avec les voitures autour et pas simplement les sortir à son bon vouloir. Donc je suis content personnellement en fait qu'il ait eu la pénalité, parce que pour moi il la mérite, mais par contre c'est pas si logique quand on pense à la jurisprudence qu'il y a eu sur ce même circuit par exemple en 2019 quand Charles Leclerc avait été poussé hors piste par Max Verstappen. Personne n'a été choqué de quoi que ce soit, donc voilà, c'est pour ça en fait, à la rigueur, je veux dire, si vous vouliez discuter un petit peu de la pénalité, vous pouvez dire il n'y a pas eu de problème justement là-dessus. Il n'y a pas eu de souci en 2019 ou même la semaine dernière. Charles Leclerc qui a fait un petit peu, qui a un petit peu bousculé les gens, même si c'était au premier virage. C'est un peu différent. Ici, je trouve quand même que c'est logique. C'est tout à fait logique qu'ils se prennent une pénalité, parce que le problème, c'est que si tu ne pénalises pas ce genre de manœuvre, dans 3 courses, les mecs se foutent des coups de roue, c'est road rash en réel, et ça devient absolument affreux. Et c'est pas ce qu'on veut voir, évidemment, surtout en Formule 1. Déjà qu'on ne veut pas le voir, évidemment, dans d'autres formules, mais on rappelle aussi que toutes ces courses de Formule 1 sont regardées par des dizaines et des centaines, voire des milliers de jeunes pilotes dans le monde entier. Si aujourd'hui vous auriez vu les jeunes pilotes, ils voient Lando Norris tasser Sergio Pérez complètement hors de la piste et n'avoir aucune pénalité, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la piste de karting la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'ils vont faire en F3, en F2 quand ils vont arriver aux prochaines courses? Ils vont faire pareil, ils vont dire de toute façon je l'ai vu à la télé, Norris il le fait, pourquoi est-ce que moi j'aurais pas le droit de le faire? Et il serait tout à fait en droit de le dire, bien évidemment, tout ça. Donc voilà, comme le dit Sarani dans le chat, il y a de la place pour 2 à cet endroit-là, bien sûr, et surtout Pérez est à sa hauteur. En fait, c'est que vraiment Pérez, il est vraiment quasiment là, et encore une fois, ça revient toujours à ce même système, c'est-à-dire que si Norris ralentit pour laisser la place à Pérez, on est quasiment sûr que Pérez le dépasse dans le virage d'après. Donc c'est une tentative à tout prix pour essayer de l'emmener le plus large possible, mais c'est pas fair play. Et donc pour moi, c'est quand même logique qu'il se soit pris cette pénalité de 5 secondes. Après, il fait quand même une très belle course. Lando Norris, dans son 2e relais, après cet arrêt au stand au 30e tour, et il fait une très belle course. Il finit qu'à 3 secondes, même pas à 2 secondes une, de Valtteri Bottas. Il est bien revenu en fin d'épreuve sur les Mercedes. Il avait un bon rythme. Vraiment, bien joué Lando Norris. Très bon week-end, encore une fois. Il les accumule, c'est-à-dire que, encore une fois, comme je vous le disais et comme je vous le dis régulièrement, l'an dernier, on avait Pierre Gasly qui était vraiment le pilote qui sortait du lot après le top du top, après les pilotes qui se battaient pour le titre mondial. Aujourd'hui, c'est Lando Norris, et il n'est qu'à 3 points de Sergio Pérez dans la lutte pour la 3e place au championnat. Bref, il peut encore aller la chercher, cette 3e place du championnat. On en a 9 grands prix quand même, donc on va s'approcher tout doucement de la mi-saison. Et pour l'instant, ça tourne bien toujours pour le pilote McLaren, donc bien joué Lando Norris. Et puis Lewis Hamilton qui termine 4ème, ne s'y est pas trompé en le disant à la radio qu'il était bon, le Lando Norris. Alors Hamilton aujourd'hui n'a pas été extraordinaire, ce week-end était plutôt compliqué pour lui. Pourtant après les premiers essais libres, on se pensait que peut-être que ça allait mieux se passer que la semaine dernière. En fait, pas du tout, 4ème place sur la grille seulement pour Lewis Hamilton.
il se fait dépasser par Bottas au restart, il parvient à reprendre ensuite la main, heureusement, parce que sinon ça allait devenir un petit peu compliqué quand on voit le rythme de Bottas quand même dans le premier relais. Mais il a passé beaucoup de temps coincé derrière Lando Norris, Lewis Hamilton. C'est encore une fois ce genre de Grand Prix en Autriche où on peut quand même rester longtemps derrière un pilote. Je pense que voilà, Hamilton a maximisé les choses. D'un autre côté, on peut dire, oui, le pauvre Lewis, il avait une voiture endommagée, qu'est-ce que vous vouliez faire comme ça? À un moment donné, apparemment la voiture, elle a commencé entre guillemets à se disloquer parce qu'il passait sur les vibreurs. Dans ce cas-là, ne passe pas dessus. Enfin, je veux dire, je comprends que quand il y a des dégâts, c'est pas facile pour le pilote, mais si les dégâts sont infligés entre guillemets par le pilote, c'est pas non plus très simple. Donc ici, voilà, Hamilton, il a fait ce qu'il a pu, on l'a tenté, un nouvel arrêt en fin d'épreuve. C'était difficile. Encore une fois, cette Mercedes n'est pas tout à fait encore vraiment au point à 100%, je reste convaincu de ça. Vous regardiez Hamilton, leur sortie de virage lent, c'était terrible. On sentait qu'il n'y arrivait juste pas à mettre la motricité, à vraiment mettre le pied droit sur l'accélérateur en sortie de courbe, et c'était vraiment difficile à regarder, quoi. Et ça le fait encore une fois comme la semaine dernière. Donc vraiment, cette Mercedes a un problème sur son train arrière. Et voilà, il n'y a pas encore péril dans la demeure, surtout qu'il restera aussi la pause estivale. Certes, évidemment, les usines seront un peu fermées, mais quand même, je pense qu'on a toujours des idées, on travaille toujours un petit peu. Voilà, il faudra revenir surtout combatif à partir de la Belgique. Attention quand même, dans 2 semaines, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. C'est la première fois qu'on aura les qualifs sprint. N'oubliez pas qu'il y a aussi des points. C'est peut-être pas grand-chose, mais imaginez, Verstappen gagne la qualif sprint, Hamilton est 4, c'est 3 points pour Verstappen, 0 pour Hamilton. On est sur une lutte au championnat qui pourrait quand même devenir assez serrée. Tout doit être pris en compte, absolument tout. Donc c'est super important, bien sûr, de bien s'en sortir pour Lewis Hamilton à ce moment-là. Il n'a pas fait un week-end extraordinaire. C'était pas facile pour lui. Après, voilà, je pense que sans ces dégâts, il aurait quand même pu mieux défendre ses chances de terminer deuxième. Encore une fois, si ces dégâts ont bien été infligés par Lewis Hamilton lui-même, je vois absolument pas pourquoi est-ce qu'on se plaindrait du côté de chez Mercedes et de Lewis Hamilton. Carlos Sainz qui termine 5ème, jolie course de Carlos Sainz qui a pu mettre en place une très belle stratégie justement après s'être qualifié 11ème, ce qui est devenu une 10ème place sur la grille de départ puisque Sébastien Vettel a écopé d'une pénalité. Il a pu partir en pneu dur et encore une fois, comme la semaine dernière, ça a très bien fonctionné ce genre de stratégie. Il s'arrête au 48e tour, il remet les médiums et il a overcuté tout le monde. Il se retrouve 5ème. C'est un très bon dimanche de Carlos Sainz. Bon week-end aussi, il bat Charles Leclerc en qualif, ce qui n'est pas non plus quelque chose de très commun évidemment pour le pilote monégasque de se faire battre. Il réussit à garder quand même, il ne garde pas Perez derrière lui puisqu'il se retrouve devant Perez grâce aux pénalités, mais voilà, à 5ème, c'est sympathique véritablement pour Ferrari qui continue de rester un petit peu dans la lutte. Alors là malheureusement les deux Ferrari, chacune des Ferrari qui terminent l'une dans l'autre a quand même aussi terminé derrière la McLaren équivalente, donc c'est pas tout à fait pratique pour la lutte au championnat du monde, mais au moins voilà, on pouvait commencer à craindre quand on a vu le Grand Prix de France que ça allait devenir très compliqué sur des pistes plutôt traditionnelles. Reste à voir aussi Silverstone quand même, parce que le Red Bull Ring a quelques petites spécificités que n'ont pas les autres pistes, mais voilà, je pense quand même qu'il y a de quoi un petit peu plus respirer du côté de chez Ferrari. Ça reste pas évidemment les résultats auxquels on s'attend, hein. Oui, une Ferrari devrait en Formule 1 se battre pour des podiums et des victoires à chaque Grand Prix, certes. Écoutez, ça fait depuis fin 2019 que c'est plus le cas, et donc forcément, il faut vraiment continuer sur cette voie-là, et c'est bien aussi de voir Carlos Sainz, c'est bien faire un beau week-end et de s'être très bien adapté à cette nouvelle monoplace, ce nouvel environnement, cette nouvelle équipe, ce nouveau statut, parce que quand tu es pilote Ferrari, même si Ferrari est moins bon que McLaren, d'où il vient, ça reste quand même un statut qui est différent et dont il faut s'accommoder le plus vite possible. Sergio Pérez termine 6ème, termine 5ème en piste, mais 6ème avec les pénalités. Les pénalités, puisqu'il s'est quand même pris 2 fois 5 secondes de pénalité, Sergio Pérez. Voilà, c'était quand même un Grand Prix compliqué à partir du moment où il se fait pousser par Norris. Mais encore une fois, je vous rappelle, je comprends qu'il soit bien sûr fâché face à Lando Norris, parce que voilà, c'était sans doute pas de sa faute. Après, est-ce que ça nécessitait de faire ce qu'il a fait en fin d'épreuve sur Charles Leclerc à 2 reprises? Là, je suis beaucoup moins sûr. Pour Sergio Pérez, c'était compliqué. Après, on l'a vu, même dans le peloton, il n'arrivait plus à remonter. Alors, d'un côté, en fait, je veux dire que c'est pas top, parce que là il a fait globalement la course dont on se plaignait quand c'était Albon ou Gasly, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans le peloton et il s'est retrouvé coincé, il n'a rien pu faire, il pouvait dépasser personne. Mais d'un autre côté, on a eu la même chose
La semaine dernière, on a eu le train Alonso. Cette semaine, c'était le train Vettel. Assez compliqué de comprendre en fait pourquoi des trains sont formés comme ça au Red Bull Ring, et sachant qu'il y avait ce genre de choses, après il y en a certains aussi qui dépassaient très facilement, donc c'était assez particulier en fait la gestion des dépassements sur ces deux grands prix en Styrie et ce Grand Prix d'Autriche, mais on peut pas dire non plus qu'il a fait une belle perf Perez, alors que pourtant c'est bête, il fait 3ème en qualif, il se met là où doit être la Red Bull, il attaque Norris, et franchement il devrait très clairement... Pour moi, avec Lando Norris, il n'y a pas de souci, il devait le dépasser, il devait se retrouver devant, et on aurait dû avoir certainement un doublé Red Bull. Bon là, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, très clairement. Donc je suis pas tout à fait ravi de ce qui se passe là pour Sergio Perez. Alors, Xoran qui nous hurle, on veut des longues laps. Alors le problème, c'est qu'une pénalité de longue lap en moto, oui, ça te fait perdre beaucoup de temps. En course de hobby, je suis pas sûr que ça te ferait perdre autant de temps que ça, et je suis désolé, Perez, sur ce qu'il fait là, il doit quand même être sanctionné. Quand il envoie Leclerc Valdagné 2 fois, il doit être sanctionné plus que tu prendras large au virage 4, ou je sais pas quoi, et tu perdras 1 seconde 2, quoi. Donc là, il a perdu 10 secondes sur son temps de course, je pense que là, la pénalité est bonne. Sachant qu'il a quand même, il a pas non plus trop à se plaindre, en tout cas au moment où il a reçu la première, parce que techniquement, lui a eu, Perez, il a quand même eu des meilleures pénalités que Lando Norris. Je m'explique. Lando Norris, lui, a été obligé de faire sa pénalité lors de son arrêt au stand. Car une pénalité de 5 secondes, les gens l'oublient, et c'était le cas notamment avec Hamilton et quelques indices qui en étaient plein à la radio. La pénalité de 5 secondes dans le règlement, c'est une pénalité de 5 secondes à effectuer lors de ton prochain arrêt au stand. Tu t'arrêtes au stand, on attend 5 secondes pour changer les pneus de la voiture. Donc ça, c'est quelque chose à faire. Mais une fois évidemment qu'il n'y a plus d'arrêt au stand à effectuer, on rajoute au temps de course. Mais c'est pas un choix, c'est pas à la carte. C'est-à-dire que à partir du moment où Norris a eu sa pénalité avant son premier arrêt, et là c'était quand même important qu'il ne tergiverse pas les commissaires et qu'il se grouille un petit peu pour faire ça, à partir du moment où il a eu sa pénalité, à ce moment-là, Lando Norris, lui, il était obligé de la servir lors de son arrêt au stand qui suivait. Perez n'avait pas cette obligation puisqu'il n'a plus fait d'arrêt au stand. Quand vous arrêtez 5 secondes dans un box pendant que les autres ils continuent à pleine balle sur la piste, vous perdez plus de temps de course, je vais dire, que le mec qui se prend juste 5 secondes de plus à la fin d'une course. Donc quand même, il s'en sort plutôt bien dans son malheur, Sergio Perez, même si évidemment, s'il n'avait pas additionné les pénalités, il aurait fini 5ème sans trop de problèmes, bien évidemment. Oui, par exemple, oui, on pourrait convertir les pénalités après, voilà, ça c'est ce qu'il préfère faire. Après, il se prend quand même 10 secondes à la fin de son temps de course, c'est plutôt pas mal. Mais bon, Perez, occasion un petit peu manquée ici, ce qui n'a pas été le cas pour Daniel Ricciardo qui termine 7ème. Ça fait du bien parce qu'il a été encore une fois loin, un peu en qualif, mais moins loin que la semaine dernière, donc c'est positif. Il fait un super dépassement sur Sébastien Vettel. Et voilà, il a plutôt bien pris quand même en main cette McLaren ce week-end, ce dimanche. Il a fait des bons dépassements incisifs et il avait un bon rythme. Et il termine 7ème, c'est important parce que c'est des points qu'il doit aller chercher pour l'instant. Je ne vais pas lui demander d'être au niveau de Lando Norris qui est stratosphérique, mais au moins qu'il aille chercher des points pour McLaren, c'est important. Charles Leclerc termine 8ème. Lui, malheureusement, Leclerc, il a été embêté quand même par Sergio Perez à de nombreuses reprises, des petits contacts, tout ça, c'était vraiment compliqué pour lui. C'était une belle bataille tout au long de la course en fait avec Sergio Perez. Voilà, c'est un peu un week-end un peu plus compliqué pour Charles Leclerc, mais je pense qu'il se satisfera déjà d'avoir fait mieux que la semaine dernière, en tout cas au départ. Mais finalement, le résultat est moins bon. C'est quand même ça qui est assez paradoxal. Il y en a un qui va se satisfaire d'avoir fini le Grand Prix, c'est Pierre Gasly. Et 9ème en plus, Pierre Gasly, qui fait une belle course parce qu'il termine 9ème avec 2 arrêts. Ça, c'est le problème. Chez AlphaTauri, on a pensé que la stratégie à 2 arrêts allait être la bonne. Finalement, très peu de pilotes l'ont utilisé. Je suis pas sûr que ça a été véritablement la bonne stratégie finalement. Pierre Gasly qui termine 9ème, dernier des voitures à un tour. Techniquement, il aurait quand même dû se retrouver au moins devant la bagarre Ricciardo-Leclerc. Donc c'est encore dommage, mais encore une fois, il fait 6ème en qualif. Il est encore exceptionnel sur l'exercice du tour lancé, Pierre Gasly. Donc au moins, ça fait 2 points. Ils n'ont pas maximisé les choses, mais je pense que c'est plus de la faute d'AlphaTauri évidemment que de Pierre Gasly pour cette 9ème position. Du coup les amis, on va continuer avec le pilote en 10ème place. Je le dis maintenant, c'est ma première opportunité depuis qu'on fait ces débriefs de pouvoir désormais chausser ma casquette de la mauvaise foi pour vous dire à quel point Fernando Alonso a été extraordinaire ce week-end. Formidable Fernando Alonso qui termine 10ème, mais il aurait dû être largement au-dessus. C'est à cause de Sébastien Vettel qui a été absolument scandaleux en qualif, mais là il a fait au moins la meilleure course de tout le monde dans tout le plateau aujourd'hui. Fernando Alonso, merveilleux Fernando, sublime Fernando qui met au fond du trou son équipier Esteban Ocon. Bien sûr, c'est une catastrophe pour le pilote normand, mais finalement pas tant que ça puisque Fernando Alonso est largement au-dessus. C'est normal d'avoir des difficultés. Alors Alonso fait
fait pas un Grand Prix mauvais non plus, faut pas se le cacher. Non, belle course d'Alonso. C'est vrai que c'est pas pratique de partir aussi loin après le petit incident en qualification, mais il a été incisif. Alors, j'ai adoré quand même un truc extraordinaire, la bagarre avec George Russell. Elle était folle cette bagarre, parce qu'Alonso, tu sentais qu'il avait beaucoup plus de grip, véritablement, que Russell. Évidemment, il s'est arrêté plus tard, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tu sentais qu'il avait plus de grip, qu'il était plus... Et en même temps, tu avais l'impression qu'il nageait dans cette voiture, c'était n'importe quoi. On le voyait, il perdait l'avant, il perdait l'arrière. Tu sens quand même que l'Alpine, elle est pas simple à piloter. C'était très laborieux pour passer Russell, et finalement, au moment où il le dépasse, c'est un dépassement d'une limpidité et d'une simplicité folle. Mais au moins, ça fait un point de plus pour le pilote Alpine. Mais il va falloir continuer sur cette voie-là, parce qu'Alonso, pour l'instant, commence à porter l'équipe à bout de bras. Et il ne faut pas tout de suite s'inquiéter, évidemment, du côté d'Esteban Ocon, mais quand même, pour l'instant, Alonso reprend le leadership dans cette équipe. Je pense que c'est assez clair depuis quelques courses. Peut-être effectivement que la direction assistée fait la différence. On l'avait dit, je crois, dans un café précédent, Manjox, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Alonso, on lui disait au début d'année, voilà, il se plaignait de choses, il disait il me faut ceci, il me faut cela, il demande une nouvelle direction assistée, on disait ben voilà, il est complètement paumé, ça y est, il est perdu pour la F1, il n'a plus de niveau, alors il essaie de se raccrocher à des choses. Moi, je pense encore une fois simplement que le gaillard, ben voilà, il est pas bête. Il a une expérience folle en Formule 1, il est double champion du monde, il est en F1 depuis 2001, ben, il sait ce dont il a besoin. Et il a simplement demandé ce dont il avait besoin, et maintenant qu'il l'a, eh ben il dit ok, voilà, vous m'avez donné tous les outils dont j'ai besoin actuellement, moi, je vous fais les résultats à côté. Et ça marche bien. Donc vraiment, bien joué. Encore une fois, Fernando Alonso, 10e. Et c'est dommage, du coup, pour George Russell, évidemment, qu'il n'ira pas marquer ce premier point pour Williams. On sait qu'il a marqué des points l'année dernière à Sakir, bien sûr, quand il roulait chez Mercedes. Mais il le veut, ce point Williams, quand même, Russell. Il y a eu cette petite inquiétude, évidemment, avec des potentiels problèmes avant le début de la course. Il y a encore une fois, ça c'est vraiment dommage pour Russell, il y a son départ habituel, quoi. C'est vraiment bête, parce qu'il se retrouve 8ème, il se qualifie 9ème, il se retrouve 8ème sur la grille, c'est superbe. En médium en plus, il a la bonne strat, il a la bonne stratégie, George Russell. Et il perd 4 places au départ, il se retrouve 12ème et il est plus dans le bon wagon. Et c'est vraiment dommage, c'est très habituel malheureusement. Mais encore une fois, c'est compliqué de vraiment dire que c'est une catastrophe, puisque, comment vous dire, Russell, il a fait, je vais regarder, il y en a combien de Grands Prix en F1, plus ou moins, George Russell, mais évidemment, voilà, je vais aller sur StatF1, bien sûr, ça ne veut plus fonctionner. StatF1 est cassé, mesdames et messieurs, c'est merveilleux. Il a à peu près, il doit avoir 42, 43 Grands Prix en F1. Il a dû prendre 39 mauvais départs, et il en a fait un de bon, c'était celui chez Mercedes. Donc heureusement, encore une fois, quand il part vraiment très haut, il a pris un très bon départ. Mais ici, c'est dommage, parce qu'il faut maximiser le tout. Après, il fait une belle course, George Russell. 11e, à quelques secondes seulement de ce premier point pour Williams. C'est vraiment dommage, c'est rageant, mais ça leur permet toujours d'être très classe et très large devant Haas, maintenant, dans la lutte au championnat. Yuki Tsunoda termine 12e. C'est dommage, j'ai envie de dire qu'il fait un bon week-end. Tsunoda, il se qualifie juste derrière Gasly. Voilà, bon, lui aussi se retrouve sur la stratégie à 2 arrêts qui n'était pas la stratégie préférentielle. Par contre, c'est-à-dire que se planter une fois en rentrant au stand, à la rigueur, je peux dire oui, bon, c'est le seul déjà à le faire, donc déjà tu te dis, le mec, c'est compliqué. Mais en plus, le faire 2 fois sur le même Grand Prix, de couper la ligne blanche à l'entrée des stands, déjà, ça devient difficile. Et puis, c'est pas comme si on n'était pas sur le même circuit la semaine dernière. Parce que oui, il y a les blagues, comme tu le fais, Xohan, il y a les blagues de dire, mais il est trop petit, il n'a pas mis son rehausseur, machin. Mais on était sur le même circuit la semaine dernière, il n'a pas fait de bêtises. Donc pourquoi là, il le fait 2 fois? C'est dommage. C'est vraiment bête pour Yuki Tsunoda. Il faut qu'il commence à vraiment pouvoir maximiser ses opportunités et à faire des week-ends pleins, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Comme c'est le cas aussi pour Lance Stroll qui termine 13e. Lance Stroll en 13e position. C'était, je sais pas, encore une fois, ça commence pas mal, puis il prend cette pénalité de 5 secondes pour avoir été trop vite dans la voie des stands, et son Grand Prix n'est plus le même, et c'est plus compliqué aussi pour lui. Donc c'est un peu dur pour Lance Stroll en ce moment, ça fait quelques Grands Prix où c'est plus compliqué. Vettel commençait à vraiment bien prendre sa mesure, donc après voilà, Aston Martin n'était pas un foudre de guerre ce week-end, il n'y avait pas de points de toute façon pour l'équipe, mais voilà, c'était vraiment dur pour Lance Stroll, qui quand même a accédé à la Q3, donc ça au moins c'est du positif, il est revenu en Q3, c'était bon donc pour Stroll sur un tour lancé. Antonio Giovinazzi qui termine 14e, lui aussi, 5 secondes de pénalité puisqu'il a dépassé avant la ligne de restart, en fait, lui qui se retrouvait déjà en fond de peloton parce qu'il avait fait un arrêt au stand des premiers tours. Compliqué pour Antonio Giovinazzi, c'est vraiment dommage, c'est des erreurs bêtes en fait, tout ce genre de choses, si vous voulez, c'est des choses un petit peu bêtes. Après, il va peut-être aussi pouvoir plaider le fait que
Le restart de Max Verstappen est extrêmement particulier parce qu'il a attendu très très longtemps. Peut-être que ça a un petit peu piégé les pilotes en fond de grille, mais c'est encore dommage quand vous êtes en fond de grille. Il faut réussir à faire des courses impeccables. Et là, malheureusement, c'était pas tout à fait le cas pour Giovinazzi, qui était quand même mieux après, hein, une fois que la course était relancée. Mais bien sûr, avec les 5 secondes de pénalité à son arrêt au stand, c'était un peu plus compliqué. Latifi termine 15, je n'ai rien à dire sur sa course. Là, j'avoue que j'ai rien vu de grand. Il fait pas non plus des qualifs extraordinaires comme d'habitude, hein. Maintenant, Russell, il va quand même se qualifier en Q3. Latifi se qualifie devant les As. Bon, c'est sûr qu'en rythme pur, c'est toujours compliqué, mais bon, il continue de ramener la voiture à l'arrivée, donc ça, au moins, on peut pas lui enlever. Et puis, du coup, le duo en bas, hein, le duo juste en bas, là, 16 et 17, là, voilà, Tic et Tac, Pipo et Mario, Laurel et Hardy, vous pouvez leur donner un petit peu les surnoms que vous voulez, Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel, de à peu près 75 ans à eux deux, hein, au moins. Mais c'est juste bête, en fait. Alors déjà, ils se sont battus pour une espèce de 12e place. Déjà, tu te dis, bon, c'est d'une tristesse infernale de voir 5 titres de champion du monde comme ça se battre pour ça. Mais le contact, il me fume, quoi. C'est-à-dire que, bon, la réalisation est une catastrophe déjà, hein, sur ce point-là, même si oui, il y avait le vainqueur, tout ça, je peux comprendre, mais à un moment donné, faut aussi montrer ce qui se passe en piste. Mais franchement, là où je comprends pas tout, je vais essayer de me remettre les images quand même pour pas vous dire de bêtises, mais pour moi, j'ai l'impression quand même que c'est Raikkonen cette affaire. C'est-à-dire que le gaillard, il lui tourne un peu dessus. Alors oui, Vettel ouvre un petit peu, hein, il ouvre un peu la trajectoire, il essaie en fait de pousser Raikkonen au maximum du maximum. Ça, je conteste pas. Maintenant, Raikkonen, j'ai aussi l'impression qu'il tourne dessus, donc c'est un peu compliqué. Alors déjà, il a de la chance Raikkonen parce qu'il peut terminer le Grand Prix, ce qui n'est pas le cas de Vettel. Je vous ai mis Vettel 17, mais c'est parce qu'il est classé, hein, c'est pas à l'arrivée de la course. Mais je sais pas, c'est une mésentente un petit peu entre les deux. Je sais pas, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est sûr qu'ils n'avaient pas besoin de ça, hein, véritablement, les amis. C'est un peu ce que tu me dis, ouais, Mylène, je suis un peu d'accord. C'est-à-dire que la vigilance, ça m'a pas l'air d'être son force, cette année Kimi Raikkonen, quand il y a des voitures autour de lui. La capacité à vraiment comprendre où tout le monde se situe dans l'espace, c'est pas si simple. On l'a vu avec Giovinazzi à Portimao notamment. C'était compliqué pour Kimi Raikkonen, voilà, mais bon, après, encore une fois, ça se battait pas pour des points, hein, donc c'est plus trop grave. Sébastien Vettel, c'est dommage aussi, bien sûr. J'ai eu peur que ce soit un gros crash, moi aussi, au début, quand on voyait pas les images et tout, c'était un peu inquiétant, mais finalement, tout va bien pour les deux pilotes. Les As de Mick Schumacher et Nikita Mazepin font 18 et 19, bah là aussi, on les a pas vus de la course, et puis voilà, Schumacher bat Mazepin comme d'habitude, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis l'abandon, malheureusement, d'Esteban Ocon. Ce contact dès le premier tour pour le pilote alpine. C'est le calice jusqu'à la lie pour l'instant, parce que déjà qu'il est pas bien en ce moment, et il s'est encore fait éliminer en Q1 hier. En plus, là, son Grand Prix s'arrête au premier tour sur un sandwich. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour Esteban Ocon, qui mérite mieux, hein. Moi, je reste convaincu qu'il a du talent, et il n'aurait pas re-signé chez Alpine aussi longtemps si ce n'était pas le cas. Mais voilà, va falloir quand même se reprendre maintenant, parce qu'il y a ce petit risque quand même, chez Esteban Ocon, de se faire manger véritablement par Alonso. Il y a toujours ce petit risque. Je rappelle qu'Alonso, il a signé pour 2 ans, hein, donc il est encore là l'an prochain. Si Alonso prend l'ascendant cette année et va driver véritablement le développement de la voiture 2022, va mener l'équipe dès le début de la première course l'an prochain, ça peut être difficile à vivre mentalement pour Esteban Ocon. C'est là, il va devoir rester fort, parce que sa reconduction de contrat est un signe fort pour dire « T'inquiète pas Esteban, c'est toi qu'on veut utiliser pour l'avenir », il y a quand même le côté, si tu te fais bouffer par Alonso, on peut toujours, un contrat, ça se casse vite si vous voulez. Et ce serait terrible que ça se passe comme ça pour Esteban Ocon. Donc j'espère véritablement qu'il va pouvoir se remobiliser, que Silverstone va bien se passer, ou qu'à la rigueur, si Silverstone se passe mal, qu'il va pouvoir recharger les batteries comme il faut lors de la trêve estivale, parce qu'il en a bien besoin. Quoique je dis la trêve estivale, mais il y a aussi le Grand Prix de Hongrie après Silverstone, pardonnez-moi. Donc il va quand même falloir remonter un petit peu la pente dans ces 2 derniers Grands Prix avant la trêve. Au niveau du championnat, les amis, donc Max Verstappen est en tête, je vous le disais tout à l'heure, avec 182 points, 32 points d'avance sur Lewis Hamilton. Sergio Perez est 3ème avec 104 points, il a 3 points d'avance sur Lando Norris. Valtteri Bottas en a 92. La bagarre pour la 6ème place, c'est Charles Leclerc, 62 points, Carlos Sainz 60, donc c'est entre les deux pilotes faillis que ça se joue pour l'instant. Daniel Ricciardo est 8ème avec 40 points, il vient de dépasser Pierre Gasly quand il a 39.
Sébastien Vettel à 30 points et en 10e position devant Fernando Alonso qui en a 20. Lance Stroll à 14 points, Esteban Ocon 12. 14e place pour Yuki Tsunoda avec 9 points. Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi sont 15 et 16 avec un petit point chacun. George Russell 17e du championnat devant Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Nicolas Latifi qui sont les seuls pilotes à ne pas encore avoir marqué de points cette saison. Au classement des constructeurs, ça fait 286 pour Red Bull, 242 pour Mercedes qui a donc pas forcément pris le bouillon ce week-end. Hein, si je regarde Verstappen 26, Perez ne marque que 8 points, donc ça fait 34. Et si on prend Bottas, ah si quand même, ils ont encore perdu 4 points sur Red Bull ce week-end, donc c'est l'écart maintenant qui atteint les 44 points. Tiens donc, peut-être un signe. 44 points entre Red Bull et Mercedes. McLaren est 3e avec 141 points devant Ferrari, 122 points. AlphaTauri est 5e avec 48 unités devant Aston Martin qui en a 44. Donc la lutte continue pour la 5e place du championnat des constructeurs. Alpine est 7e avec 32 points. Ils reviennent tout doucement quand même chez Alpine. Alfa Romeo a toujours 2 points en 8e position. Williams conforte sa 9e place grâce à la 11e place de George Russell aujourd'hui. Et Haas est en 10e position. Voilà, on a terminé 3 Grands Prix de suite, les amis. Donc on va pouvoir se reposer un petit peu maintenant, puisque le Grand Prix de Grande-Bretagne, ce sera du 16 au 18 juillet. Mais d'ici là, bien sûr, d'énormes rendez-vous à venir, évidemment, sur cette chaîne Twitch. On se retrouve déjà demain soir à 20h30 pour Grand Prix. C'est la première, c'est votre toute nouvelle émission qui ne parlera que de Formule 1. C'est également diffusé sur Next Gen Auto. Allez, je dis que de Formule 1 avec quelques petites incursions sur le reste des monoplaces de temps en temps, mais vraiment on est là pour suivre la Formule 1 avec Grand Prix. Donc retrouvez-nous dès demain à 20h30, j'espère que vous serez très nombreux. On va débriefer avec l'équipe justement de Next Gen Auto ce Grand Prix en longueur. Ici c'est un débrief court et à chaud, ici ce sera vraiment en longueur, on pourra revenir sur tout ce qui s'est passé lors de cette épreuve du Red Bull Ring. On se retrouve mercredi, notez bien, mercredi 20h30 pour le prochain épisode du Racing Café. Puisque du coup, je ne serai pas là jeudi, donc ce sera mercredi. On recevra notamment Patrick Lemarié pour nous parler de Field Racing, ce volant jaune qui est très prometteur, très intéressant et dont la finale avait lieu la semaine dernière. On en parlera ensemble. On reviendra aussi sur ma chaîne Twitch, tout à fait Mylène, bien sûr. On parlera aussi, bien évidemment, du coup de ce Grand Prix de Formule 1, mais de manière plus courte, bien sûr. On parlera d'IndyCar aussi, puisque la course de Midoriya commence dans 2 minutes, mesdames et messieurs. Je vous la diffuse pas en direct, je suis désolé. Et d'ailleurs, je vais demander Go IndyCar. Non, finissons d'abord ce live, les amis, quand même. Restons calmes là-dessus. Et puis, du coup, voilà, ça vous fait déjà des bons petits rendez-vous, bien évidemment. Et puis, le week-end qui vient, suivez un petit peu mes réseaux sociaux, puisque je serai sur les 25 heures VW Fun Cup sur le circuit de Spa-Francorchamps. J'aurai encore une fois le plaisir de commenter cette très belle course de coccinelle, comme d'habitude, avec une centaine de coques au départ, une centaine de Fun Cup, c'est toujours super sympa. Donc je vous ferai des petits trucs un petit peu inside, des petites vidéos, des petites choses, histoire que vous puissiez suivre, et vous pourrez suivre aussi sur le site officiel de la Fun Cup la course en intégralité. Ça dure 25 heures, il va falloir être costaud, mais vous pourrez suivre la course en intégralité. Bien sûr, les amis, merci beaucoup d'avoir été là pour ce débriefing. Moi, je veux uploader ça sur YouTube tout en regardant évidemment le début de l'IndyCar. Merci et on se retrouve du coup demain à 20h30 ou mercredi 20h30, ça dépend, mais c'est toujours sur cette même chaîne Twitch. Bien sûr, ciao ciao.